Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur le Half Marathon des Sables en Cappadoce, cette première édition à laquelle j'ai participé, cette aventure absolument incroyable et extraordinaire. Je vais répondre à toutes vos questions. C'est maintenant, c'est parti. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, qu'est-ce que c'est le Half Marathon des Sables? C'est donc la possibilité de faire jusqu'à 120 km dans le sable en autosuffisance sur 3 jours d'épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la première journée, il y a une épreuve qui est d'environ 30 km, la seconde qui est jusqu'à 60 km, mais on peut faire soit de 20, soit 40, soit 60. On a un jour de repos et ensuite on a une dernière journée où on a environ 30 km à parcourir. Le premier jour et le dernier jour, bien souvent, ce sont les mêmes nombres de kilomètres pour tout le monde. Ce qui va varier, c'est le deuxième jour où là, on peut faire soit l'option 20, soit 40, soit 60 km. Et ça, c'est propre à chacun, c'est selon ses objectifs, son entraînement, sa détermination. Attention, que l'on choisisse le 20 km ou le 60 sur l'étape du deuxième jour, ça ne changera en rien le tarif final que vous allez payer pour la participation pour le Half Marathon des Sables. La première question qui m'a été posée, c'est quel est le budget pour pouvoir participer à une telle aventure? Il faut savoir deux choses. La première, il y a un budget fixe qui est pour tout le monde pareil et le budget variable qui va être selon les vols que vous allez choisir, également la nourriture, les affaires, le matériel, etc. Dans les 2500 € que vous allez payer pour aller sur cette aventure vont être compris les nuits d'hôtel. Normalement, vous en avez 3 qui sont compris et vous avez 4 jours sur le camp. Donc vous avez la première nuit d'hôtel avant d'être transféré sur le camp le lendemain matin. Vous avez 3 nuits sur le camp et ensuite vous avez 2 jours de compris à l'hôtel. Donc ça vous fait en gros pour 7 nuits, donc les 2500 €. Également, dedans vous avez les repas à l'hôtel, pas les repas dans le camp. Sur le camp, c'est vous à votre charge avec vos repas lyophilisés, les gourdes, les barres, les gels, tout ça c'est vraiment de votre côté. Bref. Sont compris également les transferts, la navette entre l'hôtel et le camp et le retour. Selon les éditions, vous allez avoir des visites qui vont être organisées. Par exemple, il me semble qu'en Jordanie, il y a la visite de Petra qui est organisée. Et nous, en Cappadoce, c'était la première fois et c'était plutôt une surprise. Je ne sais pas si ce sera le cas à chaque fois, mais en tout cas, ça ne faisait pas partie du budget et l'organisation nous a fait cette surprise là parce que en fait c'était très dur cette édition et ils se sont dit oh là ok c'est quand même une très bonne team, ils sont là, il n'y a pas de sable, il y a beaucoup de dénivelé, il y a une chaleur incroyable, il y a de l'altitude donc c'était voilà, dès qu'on accélérait un petit peu on avait les BPM, donc les battements par minute qui augmentaient énormément, donc à gérer c'était pas comme ce qui était un peu prévu dans nos têtes quand on fait un Half Marathon des Sables, puisqu'il n'y avait pas de sable, mais plein d'autres facteurs. Et donc du coup, on a eu cette possibilité d'aller faire un tour en montgolfière. On a tous eu cette surprise, mais je ne peux pas aujourd'hui vous dire que chaque voyage en Cappadoce, il y aura cette surprise-là qui sera faite. Donc voilà, ça faut vraiment le garder en mémoire. Mais en gros, les 2500 €, c'est toute l'organisation, tout ce qui va vraiment être prévu en fait pour vous assurer une bonne course, une sécurité, des transferts, des balisages, bref, c'est vraiment tout ça. Et donc l'hôtel, les 3 nuits d'hôtel, les repas à l'hôtel et voilà en gros. Et donc à votre charge, vous aurez le vol, les vols, si vous avez plusieurs vols comme moi, j'en ai eu 3. Vous aurez à votre charge également donc, votre matériel, votre sac, si vous prenez des bâtons, sac de couchage, matelas, la bouffe lyophilisée. Vous pouvez aussi la faire, hein, vous n'êtes pas obligé de tout acheter par exemple chez MX3. Vous pouvez aussi créer votre propre bouffe lyophilisée et franchement je vous assure que si vous le faites tout seul c'est easy et c'est pas très cher. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport au budget. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un checkpoint. Parce qu'on n'appelle pas ça des ravitaux, on appelle ça des checkpoints. Tout simplement, c'est là où on se ravitaille, mais uniquement en eau. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas un ravitaillement. La seule chose qu'on avait au ravito, c'était de badger. On se faisait badger pour voir l'évolution de notre course.
aussi qu'il n'y avait pas de personnes qui se perdaient ou de personnes qui ne prenaient pas les bons chemins et qui coupaient par exemple, donc pour éviter tout ce qui pouvait être des triches, et également remplir nos gourdes. Donc là on n'avait pas de limite, si on avait 5-6 gourdes, on avait 5-6 gourdes, ça il nous ravitaillait autant qu'on en avait besoin sur les checkpoints. Donc voilà, est-ce que j'ai manqué d'eau? C'est la question qui m'a été posée, est-ce que j'ai manqué d'eau entre les checkpoints? Là en fait il faut vraiment savoir que les checkpoints ils sont tous les 10 km. Peu importe la distance, à chaque fois c'était 10 km, voire des fois un peu genre 8, quelque chose comme ça. Mais c'est à nous de nous gérer. C'est ce qu'on appelle les ultras. On ne peut pas en vouloir à l'organisation si on manque d'eau. La seule chose où on pourrait en vouloir un jour à une organisation, c'est s'il n'y a pas d'eau sur le checkpoint, au moment où on arrive et qu'on est obligé de repartir sans eau. Là, oui, ça serait une faute de l'organisation. Mais là, on le sait, au moment où on s'inscrit, on a X temps pour s'entraîner, X temps pour se gérer, pour apprendre à se gérer, pour apprendre notre corps à gérer tout ça. Mais en tout cas, pour ma part, je n'ai jamais manqué d'eau entre les ravitaux. Il y a eu juste la dernière épreuve où j'ai sauté le checkpoint numéro 1. Parce que là, c'était ma stratégie de course. La seconde fille me suivait de trop près et je voulais essayer de marquer un temps pour réussir un peu à récupérer à un moment puisque j'avais beaucoup de crampes et beaucoup de courbatures. Donc, ma stratégie à ce moment-là, c'était vas-y, trace le ravito, t'as un petit peu d'eau, on est tôt dans la journée, t'es pas assoiffé, tu verras sur le second. Mais en tout cas, c'était juste ma stratégie de course, c'était pas du tout quelque chose qui m'a été obligée de le faire puisque il n'y avait pas d'eau au ravito. Voilà un petit peu, donc non, personne n'a manqué d'eau entre les ravitaux. Est-ce qu'il est trop dur pour commencer? Alors, je ne sais pas puisque je n'ai jamais fait les autres. Je ne sais pas comme c'est dur le sable ou pas. La seule chose que je peux dire, c'est que toute l'organisation et ceux qui ont déjà fait des autres HMDS trouvaient ça très très dur comme édition, notamment avec l'altitude qui faisait péter les BPM et également la chaleur, le dénivelé qui était assez important alors que normalement il n'y a pas beaucoup de dénivelé sur les HMDS. Donc ça pouvait engendrer des courbatures, des crampes, etc. Pour autant, je ne peux pas dire qu'il soit trop dur pour commencer, puisque pour ma part, je l'ai trouvé génial ce HMDS. Alors oui, difficile. Moi, ce qui me posait vraiment problème, c'était mon sac. Donc je pense que quand je vais faire l'édition en Jordanie, ce sera pareil en fait. Mon sac va me poser des soucis puisque très lourd. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Il était dur. Mais est-ce qu'il était trop dur pour une première fois? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, je trouve que c'est limite... Alors, il était plus difficile dans les conditions. Par contre, j'ai trouvé ça extrêmement génial qu'il n'y ait pas de sable pour éviter tous les problèmes aux pieds. Je pense qu'il y a eu moins de personnes avec des ampoules, les pieds éclatés, les pieds en sang, les pieds bouffés par le sable sur cette édition-là que, à mon avis, ce qu'on va rencontrer en Jordanie, moi y compris. C'était vraiment quelque chose qui m'inquiétait fortement, la gestion des pieds. Et là, franchement, j'étais tellement heureuse de ne pas avoir une seule ampoule. C'est pour moi un miracle parce que je m'étais vraiment conditionnée à me dire mais ça se trouve la race Tonica, tu vas pas réussir à la courir puisque tes pieds seront éclatés. Et en fait, franchement, c'était parfait. Donc voilà, pour moi, finalement, comme première épreuve, c'est à mon sens peut-être même une très bonne idée en fait, pour réussir à se gérer sur pas mal de choses et voir un peu comment on se gère sans le sable déjà. Parce que le sable, je pense que ça va ajouter une autre difficulté qui, pour certaines personnes, sera moins dur que le dénivelé. Mais comme moi, j'ai plus l'habitude du dénivelé que de vivre dans le sable, voilà, je pense que ça dépend, encore une fois, ça dépend de chacun, ça dépend des entraînements de chacun, ça dépend de l'appréciation de chacun et des préférences de chacun aussi. Comment ça se passe si quelqu'un fait un malaise? Alors il faut savoir qu'il y a deux équipes de staff, il y a les gilets bleus et les gilets oranges. Les gilets bleus, ce sont les bénévoles qui viennent pour faire les balisages, pour nous ravitailler en eau, qui répondent à nos besoins s'il y a quelque chose comme est-ce que tu sais à quelle heure on prend le départ, est-ce que tu sais si, voilà, des choses très dans l'organisation tout simplement, qui vont être là pour nous encourager quand on arrive à des checkpoints, qui vont être là pour nous demander si, je sais pas moi, si on veut de l'eau, si on veut se poser, si on veut qu'ils nous aident par exemple à changer de chaussettes. Enfin voilà, ils vont vraiment être là comme des petites nounous. C'est vraiment les petits bénévoles, tout sourire, plein de bienveillance.
avec toujours des mots hyper encourageants et qui n'hésiteront jamais à terminer une course avec nous si on a un besoin, si on manque de tonus, etc. Donc ça, il faut le savoir. Et on a les gilets orange, et là, c'est tout le staff médical, bénévole aussi, il me semble, avec des infirmières, des kinés, des podologues, des médecins. Et donc là, s'il y a une hypothermie, le contraire, j'ai plus le mot, s'il y a par exemple des ampoules à percer et à soigner, bien que normalement on est censé le faire, mais ils seront toujours là pour nous aider. S'il y a, je sais pas moi, un coup de chaud, des allergies, ce qui a été le cas par exemple de Véro qui a fait une allergie un peu comme de l'urticaire sur les jambes, et c'était de l'allergie au pollen parce qu'elle a touché en fait les fleurs en passant dans certains passages, donc ça lui a fait voilà, comme une grosse crise d'urticaire sur les jambes, elle était en feu. Donc là il y a tout un staff médical. Après ils sont pas censés donner certains médicaments qu'on est censé nous avoir avec nous, tels que des Doliprane, voilà. Mais après sinon ils sont vraiment là, c'est pas comme le gros marathon des sables, le Legendary, où il me semble que là il faut avoir sa propre bétadine, etc. Là c'est pas le cas, là ils nous fournissent le matériel, et voilà, franchement il y a tout un personnel médical. S'il y a une déshydratation, il me semble qu'ils font aussi les perfusions pour réhydrater plus rapidement. Alors après il y a des choses qui engendrent des pénalités si jamais voilà, on se met dans le rouge et que ça génère un peu des problématiques à gérer en fait. Oui, ça entraîne des pénalités, on est censé vraiment être capable de s'auto-gérer. C'est vraiment ça en fait l'ultra, c'est vraiment ça en fait cette aventure, c'est de se gérer en nourriture, en eau. Vraiment voilà, c'est de l'endurance, c'est même pas de la rapidité, c'est vraiment de l'endurance. Et il faut savoir écouter son corps, etc. Donc les médecins sont là, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, mais après il ne faut pas se dire bon c'est bon, il y a les médecins, je peux me mettre dans le rouge. Non, après derrière il y a des pénalités. Y a-t-il des gens qui se font sponsoriser? Alors, j'imagine que oui. Moi après j'ai pas pu parler avec les 250 participants, en tout cas c'est pas du tout comme les raids, et d'ailleurs c'est ce que je préfère avec cette organisation, puisque elle est très honnête comme organisation. Tu viens, tu payes ton dossard pour faire une course. La course, elle est pour toi. Après, si derrière tu veux le faire pour des assos, etc., c'est toi, ta personnalité, voilà, c'est ton perso en fait. C'est toi vraiment avec ce que tu as envie. Si tu as juste envie de faire cette course-là, ben, tu l'as fait. En gros, au lieu de te payer des vacances, eh ben, tu te payes une aventure sportive, humaine. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et quand je dis que c'est ce que je préfère avec cette organisation, c'est que j'ai fait des raids, vous les avez suivis, et quand je me rends compte tout ce qui est mis en avant pour le côté associatif, et en réalité donc ce qui est récolté dans le raid et ce qui est reversé aux associations, j'ai été extrêmement déçue. Voilà, parce que en fait à l'année je vais donner plus moi aux associations que ce qui va être reversé avec un raid qui touche voilà, des centaines de milliers d'euros. Et là au moins je trouve que c'est beaucoup plus honnête en fait à mon sens, mais encore une fois là c'est vraiment mon ressenti, mon point de vue. Est-ce que c'est aussi parce que je m'attendais vraiment à des sommes beaucoup plus importantes qui étaient reversées aux associations lors des raids féminins, avec vraiment ce côté c'est pour les assos, c'est pour les assos, c'est pour les assos. Quand au final je vois ce qui est reversé, je crois que je suis tombée de haut, et je mets un petit peu de temps à me remettre en fait de tout ça. Bien sûr c'est toujours mieux que rien, ça reste une très belle expérience, mais voilà, pour le côté expérience plus transparente et plus honnête, du coup je vais plutôt être amenée à recommander en fait un half marathon des sables tout simplement. Et donc ensuite pour le côté sponsorisation, vous pouvez vous faire sponsoriser par vos amis, etc. Tout en sachant que après il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de somme d'argent à la fin si vous êtes premier. Nous on a gagné donc les premiers un trophée avec un cadeau du pays, mais on n'a pas gagné de somme d'argent. Donc par exemple moi j'ai rien à reverser à l'association La Marido que je soutiens tout au long de l'année. Après se faire sponsoriser, donc encore une fois oui, mais il faut savoir que il n'y a pas de mise en avant en fait. On n'est pas interviewé, on passe pas sur le compte
Marathon des Sables pour mettre en avant l'association ou les entreprises qui pourraient nous sponsoriser. Après, nous, en tant que créateurs de contenu, on va être sponsorisé. Par exemple, je vais courir avec ma montre Huawei, je vais, je sais pas moi, courir avec la marque Adidas, Nike, etc. Je vais faire des photos et la marque m'a demandé par exemple de faire un post en racontant mon aventure et en mettant en avant que je cours avec telle tenue. Bon, ce qui n'a pas été mon cas là sur ce coup-là, mais ce qui pourrait être le cas, les garçons par exemple, il y en avait qui avaient des patchs de récupération à mettre en avant. Moi j'avais été contactée par la marque de repas lyophilisés. Enfin vous voyez, il y a pas mal de petites choses comme ça qu'il faut savoir. Il y a de la possibilité d'être sponsorisé, mais c'est plus après à travers les réseaux sociaux que ça va passer. Donc je dirais plutôt un créateur de contenu, oui. Une personne qui n'a pas ce métier-là, je ne sais pas trop comment ça peut se passer, mais en tout cas, c'est pas interdit. Faut-il être expert en course à pied pour courir un half marathon des sables? Pas du tout. Il y en a beaucoup qui l'ont fait en marchant à 100%. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'être expert en course à pied. À qui je peux recommander de faire cette course? Pour quel profil? Cette course, je la recommande à toutes les personnes qui aimeraient se dépasser, qui veulent faire vraiment un dépassement de soi, qui veulent voilà, voir jusqu'où elles peuvent aller et se montrer en fait. Parce que c'est pas jusqu'où on peut aller, c'est se montrer, se prouver qu'on peut aller jusqu'au bout. Il faut savoir que, encore une fois, on n'est pas obligé de courir cette course. On n'est pas obligé d'aller le plus vite possible. On n'est pas obligé de la faire voilà, en étant rationné à 100%. On peut faire une course complètement différente de ce que moi je vous ai partagé sur les réseaux. Donc pour vous réexpliquer un petit peu, pour ma part, je savais que si je partais de ma famille pendant 7 jours, ayant l'entraînement ayant l'esprit sportif compète, parce que clairement voilà, j'ai cet esprit-là, hein, j'ai envie de faire des meilleurs temps, j'ai envie d'améliorer mes allures, j'ai envie de pouvoir voilà, être meilleure dans tel domaine de cette façon-là, et comment je peux mieux gérer telle partie pour gagner du temps, des secondes, des minutes, une meilleure récup, etc. Je suis vraiment dans ça. Je peux aller sur une course comme ça, c'est ok, c'est génial, et j'y vais avec une optique du coup d'alléger mon sac pour avoir le moins de poids possible, pour essayer d'aller plus vite et d'être le moins embêtée. Je vais terminer la course en étant voilà, en m'étant tapé dedans, vraiment pas parce que j'ai cet objectif de la faire le plus vite possible pour essayer d'avoir un classement. Voilà, bref, donc il y a ces profils là qui peuvent y aller dans ces courses là. Je dirais que les élites, ceux qui sont déjà très très forts, qui font déjà des choses grandioses, ne vont pas aller sur ce type de course, puisque derrière il y a une récup qui va être assez importante, notamment en nutrition où les marqueurs peuvent vite ne plus être au vert mais passer à l'orange voire au rouge. Donc il y a certains profils qui n'iront pas sur ce type de course, qui peuvent le faire peut-être une fois sur l'expérience et encore que. Et ensuite les personnes qui ne sont pas trop sportives, qui veulent vraiment voilà, juste faire une expérience différente, voir un peu ce que c'est d'être dans l'inconfort, de manger les choses où on est pas comme d'habitude, rencontrer aussi des nouvelles personnes, rencontrer des personnes qui vivent la même chose que nous. Clairement, elles ont tout à y gagner que de faire ce type de course. Elles ont leur place, elles ont énormément de choses à apprendre sur elles-mêmes, donc oui, clairement. Après, on ne vit pas les mêmes courses du coup, puisque par exemple, pour ma part, je vais faire en sorte d'avoir un petit sac. Donc je vais devoir vraiment être très dans le calcul de quand est-ce que je mange, qu'est-ce que je mange, comment je récupère, etc. pour pouvoir être efficace directement à la course d'après. Et des personnes qui savent qu'elles vont marcher, du coup, peuvent prendre un petit peu plus de poids, puisque même si ça va être un peu plus lourd, elles n'auront pas les mêmes chocs, les mêmes à-coups sur leur corps. Et donc là, elles vont peut-être se poser moins de questions, puisqu'elles auront pris par exemple peut-être 2 repas supplémentaires, elles auront peut-être pris des petits-déj qui ressemblent un petit peu plus à leur petit-déj à la maison, etc. En fait, ça dépend vraiment en fait de l'objectif qu'on a quand on va sur cette course. Après, par exemple, Véro, elle avait commencé à prendre énormément de choses, et parce qu'elle n'avait pas d'objectif, elle voulait le faire, elle voulait courir le plus possible, même si elle savait qu'elle allait être routinée, elle allait pas, voilà, elle voulait pas taper une perf, elle voulait pas tout ça.
La seule chose qu'elle avait en tête de toute façon c'était de finir, mais là par contre c'est moi qui l'ai engrainé à enlever du poids de son sac parce que après je connais ma meilleure amie, je sais un peu comment elle fait son sport, je sais aussi comment elle peut souffrir de certaines choses, je sais aussi quand elle a fait de l'exercice, quand il fait chaud, comment elle mange puisque ça fait plus de 20 ans qu'on est amies. Donc je savais qu'elle avait beaucoup de choses dans son sac sur on ne sait jamais, j'ai peur de manquer, etc. Et qu'elle ne manquerait pas du tout puisque elle-même elle n'allait pas autant manger. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses qu'il faut savoir. Je dirais pas c'est selon les profils, c'est surtout selon les objectifs qu'on a. Mais il faut vraiment savoir qu'on a plus un esprit limitant. Et il va vraiment falloir casser cet esprit limitant et se dire qu'on est capable et se le prouver en faisant une telle aventure. Selon moi, les indispensables à emmener sur cette course, alors en tout cas en Cappadoce, puisque d'autres éditions où c'est très sableux, je pense qu'un matelas n'est peut-être pas forcément indispensable, puisque si sable mou, je pense que vous avez tous déjà dormi à la plage sur le sable mou, enfin on s'endort très bien. Donc, mais en tout cas en Cappadoce, sûr et certain, un matelas. Un duvet parce qu'il fait froid la nuit, donc il faut vraiment un duvet. Moi je voulais pas en prendre au début et en fait je pense que voilà c'était le mieux. Sur la couverture de survie, puisque si le duvet n'est pas suffisant, on peut mettre la couverture de survie par dessus et franchement on a extrêmement chaud avec. C'est pourquoi ça s'appelle une couverture de survie. Donc on va dire cette espèce de confort pour dormir. Et c'est ce qui pèse le plus lourd, donc attention du coup après. Et après je dirais la crème solaire, un t-shirt manche longue avec Véro, je l'ai engrainé à prendre un t-shirt manche longue et elle m'a dit franchement meilleure idée du monde parce qu'on n'avait pas trop chaud, parce qu'on se mouillait et à chaque fois qu'on se mouillait en fait avec le vent ça faisait vraiment ultra frais et donc en fait ça tout de suite ça refroidissait notre corps, donc on n'a pas eu de surchauffe nous, donc pas de malaise suite à l'extrême chaleur et pourtant elle a marché, j'ai couru, on avait toutes les deux un t-shirt manche longue, elle noir, moi blanc. On s'est mouillé, franchement, les deux, ça a été nickel. Donc, vous avez vraiment deux expériences, que ce soit une très sportive et une moins sportive. Franchement, le t-shirt manche longue, mais c'est radical, je le reprendrai toujours. Ensuite, lunettes de soleil, c'est hyper important, encore plus en Cappadoce parce que tous les paysages sont blancs. Et là, c'est un coup à se taper des migraines ophtalmiques à fond. Des chaussettes, suffisamment de chaussettes pour changer de chaussettes, pour rester toujours avec des pieds au sec. Moi, je sais que j'ai changé de chaussettes durant la distance de 60 km. À mi-parcours pour éviter d'avoir les pieds qui deviennent un peu fripés, etc. et qui peuvent plus vite se blesser. Réchaud, pas forcément. Moi, j'ai pas eu de réchaud et tout s'est très très bien passé sans réchaud. J'ai pris mon petit déj, c'était de la farine d'avoine avec du chocolat et tout et c'était trop bon. Et j'avais pas besoin de réchaud. Moi, je dirais une gourde. Donc, vous avez vos deux gourdes et je dirais une gourde supplémentaire que vous pouvez pincer comme ça pour vous en mettre partout. Véro et moi, on avait la même gourde et on faisait ça avec cette troisième gourde. Aussi un indispensable, les lingettes à réhydrater pour se nettoyer le visage et les parties intimes. Après tout le reste je me suis pas nettoyée. Autre chose aussi indispensable, c'est si vous avez les cheveux longs, c'est de faire une coiffure. Moi j'avais fait une natte que vous ne toucherez pas de toute l'aventure. Vraiment, vous ne la touchez pas de toute l'aventure. Un indispensable aussi pour moi, ce sont mes compléments alimentaires. Je les ai continués là-bas. Et également de la protéine de récup. Parce que, voilà, en tout cas pour ma part étant sportive, je voulais vraiment éviter d'avoir les marqueurs qui soient... qui tombent dans le orange voire rouge. Donc protéines de récup pour la fibre musculaire et ça franchement je le referai en Jordanie. Et quoi d'autre aussi comme indispensable, le papier toilette, la frontale, hyper important, et des chaussons pour le jour off ou l'après. En fait, il vous faut des chaussures supplémentaires. Alors, il y en a qui prennent des tongs. Moi, je trouvais que c'était trop lourd. J'avais pris des chaussons d'hôtel et du coup, c'était trop pratique parce que j'avais pas besoin de mettre les orteils dedans en fait. Je pouvais même mettre avec mes chaussettes de récup qui montent et tout. Et si j'avais eu des tongs hyper relous, des fois j'ai pris les tongs de Véro, mais c'est compliqué quand on a des chaussettes. Alors que là je mettais mes chaussons, en plus ça pèse que dalle, c'était trop pratique. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire, les indispensables à emmener, je dirais plutôt ça. Alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde seul sur cette course? Il y en avait pas mal, il y en avait aussi... il y en avait pas mal, des gens seuls qui voulaient vraiment y aller pour une expérience. En vrai, on reste très très rarement seul et vraiment pas longtemps
parce que on va vivre la même aventure, donc c'est très facile de parler à tout le monde. Deuxièmement, en fait, dans la course, on est toujours à un moment avec quelqu'un, et en fait, inconsciemment, en fait, le lien se crée, en fait. Et c'est très bien fait puisque l'organisation met devant un dossard avec notre prénom et le drapeau de notre pays. Donc on sait tout de suite si la personne à qui on parle va être française, donc la même langue, espagnol, allemand, anglais, etc. Et dans le dos. Donc en fait qu'on rattrape la personne ou qu'on la voit arriver d'une façon ou d'une autre, bref, quoi qu'il en soit, on sait en fait qui est cette personne et on peut être amené à lui parler. Donc franchement, les liens se sont créés très rapidement avec tout le monde. Tous ceux qui ont pu se parler, après bien évidemment on ne parle pas aux 250 personnes, mais franchement sur 250 personnes, croyez-moi, vous allez forcément rencontrer quelqu'un avec qui vous allez passer du temps. Également, une fois qu'on a terminé la course, on va tous sous une même tente et en fait on est tous ensemble tout le long jusqu'à ensuite aller se coucher. Donc en fait on discute, on mange, on se raconte les moments où c'était dur, quel CP c'était compliqué, qu'est-ce qu'on a ressenti et à tel moment du parcours, t'as vu toi quand il y avait l'échelle, t'as pas eu peur et tout. Ça crée forcément des liens, donc vraiment si vous devez y aller seul, mais franchement foncez. Après moi c'était pas ce que je voulais parce que dans ma vie j'ai déjà une vie à 3000 à l'heure, donc je voulais partager une telle aventure avec quelqu'un qui allait rester dans ma vie pour toujours, dont Véro. Après Thibaut, je lui avais proposé au tout début, c'était lui, et puis il m'a dit non pour cette fois, donc j'ai proposé à Véro et du coup Véro on devait faire l'Égypte, ça a été annulé et on a fait la Cappadoce. Et du coup entre temps j'ai eu une proposition du HMDS qui m'a dit écoute, on veut signer avec toi direct sur deux saisons, 2 éditions, et donc là Thibaut m'a dit oui. Donc voilà, mais après ça c'est propre à moi, j'avais vraiment envie de garder ça avec quelqu'un de mon entourage et je suis trop contente. Après voilà, ça c'est vraiment chacun fait comme il veut, c'est pas pour autant que je n'ai pas rencontré d'autres personnes, que j'ai pas créé d'autres liens. En tout cas franchement c'est génial que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez tout seul, vous allez dans tous les cas rencontrer du monde. Pendant combien de temps je me suis préparée à cette course? Alors, pour cette course, je me suis préparée, j'étais bien mieux préparée pour l'Égypte que pour la Cappadoce, puisque comme l'Égypte a été annulée 4 jours avant notre départ, puisque en fait, l'État ne maintenait plus la sécurité lors du camp. C'est-à-dire que là, par exemple, en Cappadoce, il y avait les gendarmes tout autour du camp, pour être sûr que tout se passe bien, etc. Et en Égypte, encore plus important qui est cette sécurité-là, l'État ne la maintenait plus. Donc c'est pour ça que ça a été annulé et on l'a su donc 4 jours avant. Donc forcément, grosse déception, bien que soulagée puisque j'avais un peu peur avec l'Égypte, avec tout ce qui se passe en ce moment aux alentours. Pour la Cappadoce, j'ai eu beaucoup plus de mal à me mettre dedans en fait. J'ai continué le sport puisque vous me voyez, je fais toujours du sport, mais pour tous mes autres objectifs, marathon, 10 km, la Restonica, etc. Mais je ne me suis pas entraînée dans le sable, je ne me suis pas entraînée, voilà. Et puis en plus de ça, j'ai été blessée avant avec mon genou. Donc disons que c'est plutôt des entraînements autour qui ont fait que en même temps ça m'entraînait pour le HMDS, mais je ne me suis pas entraînée spécialement pour le HMDS.